politique internationale en général et tout particulièrement français, entre ceux qui défendent Kadhafi, et j'en ai même connu qui l'admiraient sans borne, et tous ceux qui l'accablent, il m'a paru nécessaire d'essayer aujourd'hui de faire la part des choses. Notre invité, Vincent Hugeux, vient de faire paraître chez Perrin une biographie exemplaire de ce leader plus ou moins contesté du monde arabe. Et à la fin de l'émission, Franck, vous reviendrez sur les origines d'un mot historique. Oui, sur la phrase fameuse de Louis XIII au lendemain de la mort du maréchal d'Ancre, Concino Concini. Évidemment, n'allez chercher nulle arrière-pensée dans le choix de ce retour aux origines. Chapka fourrée, enfoncée sur des boucles noires, moustache fine, barbichette poivre et sel, peau bronzée, liftée par pas mal d'opérations de chirurgie esthétique, larges lunettes de soleil, assez clinquantes, djellaba doré. Muammar al-Kadhafi aurait pu passer pour une sorte de vieille rockstar sur le retour. L'expression est de Vincent Hugeux. Un Johnny saharien, voire un patron de boîte de nuit afro, dites-vous, cueilli au petit jour. Mais non, il n'est rien de tout cela. Cet homme au style étrange et passablement voyant, à l'excentricité qui a beaucoup intéressé les médias, cet homme n'est autre que l'un des grands politiques de son temps, un dirigeant tyrannique à la longévité époustouflante. Après avoir régné pendant 42 ans sur la Libye, Kadhafi a fini assassiné dans sa région natale de Sirte en octobre 2011. Les printemps arabes l'avaient déstabilisé, c'est le moins qu'on puisse dire. Une opération armée de l'OTAN soutenue par l'ONU aura eu raison de lui. Vincent Hugeux note, l'impérieux bédouin figure parmi les personnages les plus déroutants, les plus controversés du siècle écoulé. Vivant, il était une énigme, mort, il demeure un mystère. Eh bien, c'est ce mystère que nous allons essayer de percer un peu cet après-midi. Le premier des mystères Kadhafi concerne sa date de naissance. Ça commence mal, si je puis dire. On n'a pas de registre d'état civil, évidemment. L'intéressé lui-même a mentionné dans une interview l'année 1941. On pense qu'il serait plutôt né en juin 42. Toute sa vie, Kadhafi aura forgé sa légende et il est très difficile de faire le départ entre ce qui est vrai et ce qu'il a inventé. À l'en croire, Muammar Kadhafi serait né dans le désert de Sirte, sous une tente bédouine, dans une famille de bergers berbères arabisés. Alors il faut imaginer le petit Muammar grandissant comme ça parmi les nomades au milieu des steppes du désert libyen. Sa famille est analphabète, très pauvre. On vit de l'agriculture, de l'élevage de chameaux et de chèvres. Et plus tard, dit-on, lorsqu'il se sera emparé du pouvoir, Kadhafi continuera à boire chaque matin un grand verre de lait de chamelle. Je me rappelle même une interview où il expliquait tous les bienfaits du lait de chamelle, n'est-ce pas ? Pour l'instant, le jeune garçon a 9 ans. La Libye, à l'époque, est un pays complètement sous tutelle, très fragmenté. Après avoir été sous le joug ottoman, c'est devenu, depuis 1911, une colonie italienne. Et ça, d'ailleurs, fait énormément de problèmes au début du XXe siècle, cette affaire de cyrénaïque, comme on disait. Or, en 1951, le pays proclame officiellement son indépendance. La Libye devient une monarchie dirigée par un roi, le roi Idriss Ier. On n'est pas dans une dynastie très prestigieuse ni très lointaine, disons les choses. Il se trouve que le petit bédouin, là, notre Muammar, a été remarqué par son oncle qui a vu la vivacité d'esprit incroyable de cet enfant, qui a encouragé sa famille à lui laisser poursuivre des études. On dit que son père aurait vendu plusieurs chameaux pour financer la scolarité de son fils. Et une fois par semaine, l'enfant traverse les 30 kilomètres de désert libyen qui le séparent de l'école. Il y va parfois à dos d'âne, parfois à pied. À l'école, il se distingue par une espèce de soif insatiable de connaissances, une avidité de lire tous les livres, les journaux qu'il trouve. Il connaît parfaitement le Coran. Il avait en lui quelque chose de bizarre, une sorte d'autorité innée, dira plus tard un de ses camarades de classe, cité par Vincent Hugeux. Dans le village, un poste de radio permet de capter l'antenne de la voix des Arabes. Lorsqu'il entend résonner sur la fréquence égyptienne la voix de Nasser, le petit Muammar est littéralement subjugué. Il n'est pas le seul, vous me direz. Vous imaginez ce qu'a pu être Nasser pour toute cette génération de jeunes Arabes. C'est vraiment l'icône du nationalisme panarabe. Dès que sa voix retentit, raconte Vincent Hugeux, Muammar monte le volume, brandit le récepteur élevé à bout de bras afin d'abreuver toute la chambrée des exhortations de l'éclaireur égyptien, exhortations que lui-même apprend par cœur et déclame devant ses camarades de classe juchés sur un tabouret.
Il est nourri, littéralement pétri de cette pensée, de cette idéologie nassérienne, le jeune Mouammar. Et très vite, on va le voir entrer en rébellion. Au lycée, on le voit animer une grève de cours chaque 2 décembre. Pourquoi 2 décembre ? C'est pas parce que c'est l'anniversaire du sacre de Napoléon et du coup d'État de Napoléon III, c'est parce que c'est le jour anniversaire de la déclaration Belfort, la fameuse déclaration de 1917, fondement du sionisme. Un jour, devant un inspecteur d'académie anglais, on voit le petit Mouammar qui refuse de se lever. Vous n'êtes rien de plus qu'un agent de l'impérialisme, lui lance-t-il, en agitant sous son nez un porte-clés à l'effigie de Nasser, comme il en existait à l'époque des millions. L'inspecteur anglais lui ordonne de sortir et l'élève rétorque « C'est vous qui devriez partir pour de bon, pas seulement de cette salle, mais de notre pays. » Vous voyez qu'on n'a pas affaire tout à fait à n'importe qui. Alors il a tout lu, Mouammar Kadhafi, notamment sur les révolutions françaises et russes. Robespierre, Bonaparte d'un côté, Marx, Engels, etc. de l'autre, et puis Mao Zedong, et puis Fidel Castro, qui sont un peu ses modèles d'une certaine manière. Fidel Castro, plus tard, évidemment. Dans sa classe, il va fonder des cellules, il abreuve ses camarades de slogans anti-monarchistes. Son objectif, c'est la destitution du roi Idriss, qu'il considère comme une véritable marionnette de l'Occident. Est-ce qu'il a totalement tort ? À 23 ans, il est sous-lieutenant dans l'armée. Il sillonne le pays à bord d'une coccinelle Volkswagen bleu clair pour aller prêcher comme ça dans les campements, pour convertir les Libyens à son idéal de la révolution. Idéal qui bientôt va devenir une réalité, à la faveur d'un événement. L'événement en question, c'est la guerre des 6 jours, bien sûr. En juin 67, le roi Idriss refuse de s'associer aux autres pays arabes. Il n'a pas l'intention de prendre part à l'embargo pétrolier contre les alliés occidentaux d'Israël, dans cette guerre entre Israël et les pays arabes. Et ça, pour le jeune Kadhafi, c'est, si vous me passez l'expression, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Désormais, c'est décidé. Il est temps pour Kadhafi de passer à l'acte. Il faut s'emparer du pouvoir. Tout va avoir lieu dans la nuit du 31 août au 1er septembre 1969. À 2h30 du matin, Kadhafi et ses hommes, quand je dis ses hommes, on pourrait presque dire et les gamins, parce qu'ils ont tous moins de 30 ans, lancent des assauts coordonnés à Tripoli, à Benghazi. Ils ne rencontrent presque aucune résistance et précisons bien que c'est sans effusion de sang que Mouammar al-Kadhafi va renverser le roi Idriss Ier et donc s'emparer du pouvoir, qui était à prendre. Ce 1er septembre 69, le monde arabe, dans un premier temps, et très vite l'Occident, découvre ce jeune homme de 27 ans que l'AFP décrit, je cite, comme un homme maigre, les pommettes saillantes, la mâchoire prononcée, l'œil vif comme un fennec, la tête haute et le visage fier. Tête haute et visage fier que l'Occident allait devoir s'habituer à voir et à voir de plus en plus à mesure qu'allaient passer les années 70. On peut dire que c'est une sorte de séisme silencieux qui vient de secouer tout ce Proche-Orient, notamment le Machrek, mais pas seulement. Un événement difficile à croire tant il a l'air invraisemblable, mais qui va provoquer un véritable bouleversement, qui va transformer le paysage local et bientôt le paysage mondial. On peut dire qu'une forme de révolution est en marche. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, nous sommes au cœur de la vie de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi. Il prend le pouvoir, on vient de le vivre avec vous, dans un contexte de grande tension entre le monde arabe et Israël. Vainqueur en 1967 de la guerre des 6 jours. Alors, je vais vous poser la question tout de suite, Franck, au moins ça sera clair. Quel était le rapport au judaïsme et à l'État d'Israël de Mouammar Kadhafi? Alors, c'est pas la même chose déjà, mais le rapport en question est plus complexe qu'on pourrait le croire. Vers 48-49, lorsque j'étais un petit garçon, les Juifs étaient ici en Libye. Il n'y avait ni animosité ni haine entre nous. Ils étaient commerçants itinérants, très respectés, expliquera-t-il. Les Arabes sont le peuple le plus proche des Juifs. Nous sommes cousins. Ça sont des déclarations de Kadhafi, incontestablement. D'ailleurs, dans les années 80, une rumeur avait circulé selon laquelle lui-même serait né d'une mère juive. C'est ce qu'on avait dit à une époque où sunnites et juifs pouvaient vivre ensemble, donc effectivement en Libye. Il n'est pas contre les juifs, il est en revanche d'un antisionisme virulent. Alors vous allez me dire, la nuance est toujours très très délicate à établir. Selon lui, je le cite, le sionisme est l'ennemi des juifs et notre ennemi mortel. Il considère que les Arabes n'ont pas à payer le prix des crimes d'Hitler et de la persécution dont les juifs ont été victimes.
Vous imaginez que ça fait partie des déclarations qui évidemment font tout de suite très vite polémique. Et selon lui, les Juifs arrivés en Palestine à partir de 48 doivent être renvoyés sur le vieux continent. Les autres, dit-il, ont vocation à vivre en paix à nos côtés. Vous voyez que c'est quand même, c'est pas le point de vue de tous les Arabes évidemment. Au-delà de cet antisionisme, il y a chez Kadhafi une certaine volonté de ménager toutes les religions, même si n'oublions pas quand même que les lois islamiques sont le fondement de son régime. Hein. Mais on trouve une véritable tension vers l'universalisme chez Kadhafi, c'est incontestable. Il prétend incarner une théorie universelle globale, c'était l'expression qu'il employait quand même. Hein. Il veut entreprendre en Libye une révolution culturelle. N'oubliez pas qu'il prend le pouvoir en 69. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? On n'est pas très loin, évidemment, de ce qu'a fait Mao en Chine. Mao qui est le modèle de toute une partie de la planète à l'époque. Et rapidement, Kadhafi, qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs, va rédiger son fameux livre vert par rapport à l'islam, hein, bien entendu, qui n'est pas sans faire référence, évidemment, au petit livre rouge de Mao. Hein. Et il expose là-dedans, avec plus ou moins d'adresse, sa théorie sur ce que doit être le régime, sa troisième théorie universelle, une sorte d'alternative et au capitalisme et au communisme. Je dis ça parce que on a souvent voulu présenter Kadhafi comme une sorte de sous-marin des soviétiques. C'est beaucoup plus complexe que ça. Dans ce livre vert, Kadhafi prévient que le Coran constituera la charte sociale du régime. Bon, ça c'est clair. Et on trouve en réalité toutes sortes de slogans, certains très utopistes, d'autres complètement inspirés du marxisme, pour pas dire dérivés quand même du marxisme. Il y a des réflexions sur la religion, sur le statut de la femme, sur la démocratie. Pas de démocratie sans congrès populaire, dit Kadhafi. La poule pond, mais le dinar ne pond pas. La femme a des menstruations, l'homme n'en a pas. On a envie de dire beaucoup de truisme. Oui, mais encore une fois, référence directe à la façon dont Mao avait conçu son petit livre rouge. Sauf que Mao s'appuyait sur 3 millénaires et plus de culture chinoise. Évidemment, ça fait la différence. Kadhafi expose surtout sa conception toute personnelle de la démocratie. Il considère que les élections présidentielles et le Parlement élu sont des impostures. C'est ce qu'il dit lui-même. Pour lui, les partis politiques sont les sectes des temps modernes et lui veut instaurer, tenez-vous bien, dans un pays dont il faut bien concevoir que la population n'est pas très nombreuse, ça joue un rôle essentiel, il veut instaurer la démocratie directe. Et dans les années 70, on va le voir mettre en place dans tout le pays des milliers de petites cellules, des comités populaires révolutionnaires. Ce sera le fondement même de sa fameuse Jamaïria populaire. Hein. Prenez des initiatives, le pouvoir, c'est vous, ne cesse-t-il de leur répéter à longueur d'interviews. On se demande si les interviews en question sont d'ailleurs davantage dirigées vers l'intérieur du pays ou vers l'extérieur, parce que ça commence à faire école dans certains pays d'Occident, cette histoire. En 77, en présence de Fidel Castro, il proclame l'instauration de la grande Jamaïria arabe libyenne populaire socialiste. Jamaïria, ça veut dire en gros, c'est très difficile à traduire, on va dire en gros République des masses. Le voilà donc lui instauré guide suprême de cette espèce de révolution en marche, là, de cette Jamaïria. Et la vérité, c'est qu'il va devenir le chef d'un État qui, à mesure que passent les années, devient un État de plus en plus policier. Toute activité politique indépendante va bientôt être interdite en Libye. Les opposants politiques sont incarcérés, certains sont même carrément éliminés. Nous verrons ça tout à l'heure dans quelles conditions. Le guide, comme il se fait donc appeler, sans jamais le citer lui-même, a un argument irréfutable lorsqu'on l'accuse d'éliminer ses opposants. Qui peut protester contre qui alors que c'est le peuple qui détient le pouvoir, dit-il. En Libye, il n'y a pas de gouvernement, pas de parti au pouvoir ni de parti d'opposition. Le pouvoir est entièrement entre les mains du peuple à travers les comités populaires de base. Il n'y a aucun sens à l'opposition dans un contexte où le peuple ne peut s'opposer à lui-même. Il détient lui-même le pouvoir. Vous avouerez que comme suppression de la démocratie, c'était un moyen très étonnant de le faire et qui ne manquait pas d'intérêt au demeurant. Au fil des années, Kadhafi installe donc ce gouvernement. Alors, c'est vrai que le temps passant, il a tendance à se caricaturer un peu lui-même, à devenir de plus en plus théâtral. Alors il s'entoure d'un corps d'élite qui passionne les médias occidentaux puisqu'il est composé de femmes, les Amazones, des sortes de soldats assez glamour qui certaines fois paradent en talons hauts, figurez-vous, qui le plus souvent sont en treillis kaki et qui sont expertes dans le maniement des armes. Elles ont été entraînées à tuer, c'est ce que dit Kadhafi dans une interview restée célèbre. Tout ça est possible grâce à la manne pétrolière, ne l'oublions jamais. Kadhafi est à la tête d'une gigantesque fortune d'État.
Il finance toutes sortes de mouvements de libération dans le monde entier. On dit qu'il est derrière l'ETA, qu'il est derrière l'IRA irlandaise. Et bientôt, on va l'accuser de terrorisme. Il devient la bête noire d'un certain nombre de gouvernements occidentaux. Et le 5 avril 86, à Berlin, une bombe explose dans une boîte de nuit de la capitale. 2 soldats américains sont touchés, meurent, et on désigne tout de suite le responsable. C'est Kadhafi. 10 jours plus tard, à 2h du matin, les avions de chasse de l'US Air Force vont larguer 60 tonnes de bombes sur Tripoli et Benghazi. Je me rappelle, moi, cet événement, on ne peut pas dire qu'il ait fait tellement de bruit, somme toute, à l'époque. Ça a été quand même quelque chose d'incroyable. L'une des cibles, c'était la caserne fortifiée de Bab al-Azizia, qui abrite le bunker et les villas de Kadhafi, véritable ville dans la ville, avec ses tunnels, ses plages, même ses hôpitaux et ses cliniques de chirurgie esthétique. Dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, Ronald Reagan a préparé 2 discours. L'un en cas de liquidation de Mouammar Kadhafi, l'autre dans l'hypothèse où le chien enragé du Moyen-Orient, le clown fou du désert, le pyromane d'Allah, ainsi surnomme-t-il le Libyen tenu pour une marionnette de l'URSS, survivrait à ce déluge de fer et de feu, nous dit Vincent Hugeux. Eh bien oui, Kadhafi va survivre. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire de Mouammar Kadhafi. Alors, on vient de le revivre avec vous. Nous sommes en 1986. L'US Air Force largue 60 tonnes de bombes sur les villas privées de Mouammar Kadhafi et il s'en sort vivant. Oui, il s'en sort vivant. Ça n'était pas trop prévu au programme, d'une certaine manière. Sa fille adoptive de 2 ans est tuée. Alors, est-ce que c'est... On y reviendra là-dessus, évidemment. Et le lendemain, on le voit accorder une interview télévisée, assis sur un lit de camp. Il a l'air encore complètement en état de sidération. Il est en uniforme militaire, tenant dans ses mains le gros ours en peluche de sa fille. « Nous voulons vivre en paix dans nos maisons. Il nous considère comme fous, dit-il en désignant Reagan et les siens. Mais qui est fou ? Celui qui est venu d'Amérique bombarder cette maison ou celui qui y dormait tranquillement ? Qui est fou ? Tout le monde se pose la question, pour tout vous dire. On essaie de cerner la personnalité de Kadhafi, qui va faire de plus en plus d'esclandre dans les réunions internationales. On dit que son côté déjà très séducteur, depuis toujours, s'est transformé en véritable comportement de prédateur compulsif, qui saute sur toutes les femmes qu'il convoite. On parle d'une sorte d'obsédé, d'un personnage au comportement pathologique, etc. Certains observateurs, qu'il s'agisse des témoins, des diplomates qu'il rencontre, d'un certain nombre de dirigeants qui l'ont côtoyé, parleront de lubie liée à un narcissisme, à une mégalomanie exacerbée. D'autres diront qu'il est carrément illuminé. Quant à l'intéressé lui-même, il affirme « Quand le monde entier est pris par la folie, le saint d'esprit passe pour un fou ». Il a le sens de la formule, en tout cas, c'est incontestable. Au début des années 90, l'Occident multiplie les sanctions contre Kadhafi, qui va se trouver de plus en plus isolé, va devoir se résoudre à s'ouvrir à l'Occident. En 99, il livre les suspects de l'attentat de Lockerbie à la justice écossaise. Alors vous vous rappelez cette affaire extraordinaire, attentat qu'il avait orchestré en sous-main. En 2003, à la surprise du monde entier, il annonce le démantèlement de ses programmes secrets d'armement. Il s'aborde son propre arsenal de destruction massive et il accepte de rencontrer un certain nombre de dirigeants occidentaux. Les Européens, hypnotisés par les promesses de contrats mirifiques, nous dit Vincent Hugeux, le traitent alors avec les égards dus à son or noir, à ses réserves de devises et à sa capacité de nuisance. Là où il plante sa tente bédouine climatisée, boudant palais et palaces, Kadhafi dicte son tempo, impose ses caprices, cultive son art du coup d'éclat permanent. En 2000, on se rappelle l'espèce de cinéma de 2007 à Paris. En 2009, Kadhafi est élu à la tête de l'Union africaine. Il demande à se faire appeler roi des rois traditionnels d'Afrique et désormais sur ses tenues, il arbore un énorme pins qui représente le continent africain. Et on a vu ça sur toutes les photos, etc. À partir de 2011, on peut dire que tout bascule puisque dans les pays voisins, c'est l'heure du printemps arabe. Dans la Tunisie de Ben Ali, dans l'Égypte d'Hosni Moubarak. Kadhafi s'accroche désespérément à son trône de dictateur. Il promet de chasser les insurgés qu'il appelle les rats, répression sanglante. Et face à ceux qui réclament son départ, il répond « Mouammar Kadhafi ne démissionne pas puisqu'il n'est pas président ». La suite, vous la connaissez, elle appartient presque encore à l'actualité.
Bonjour Vincent Hugeux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous connaissez de l'intérieur, si je puis dire, la Libye. Vous allez nous aider à décrypter ce mystère vivant ou maintenant mort que fut Mouammar al-Kadhafi. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes en ce mercredi après-midi sur Europe 1 au cœur de l'histoire de Mouammar al-Kadhafi avec votre invité Franck Ferrand, Vincent Hugeux. Il est grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient et il est aussi et surtout l'auteur du livre Kadhafi, paru chez Perrin. Et c'est une vraie biographie. On a vu beaucoup d'ouvrages paraître sur Kadhafi, des livres de reportages, de citations, des points de vue, des polémiques en tout genre. Mais là, on est loin de toute polémique. Vous nous faites chez Perrin la biographie d'un chef d'État, Vincent Hugeux. Je me suis efforcé, si vous voulez, de marier la rigueur de l'enquête à la liberté absolue de l'écriture. C'est ça. Parce que il est évident que le propos, ça n'est pas de s'adresser exclusivement, je dirais, au marché captif des libyanologues professionnels amateurs qui lisent tout ce qui s'écrit, en bien ou en mal, sur le personnage en question. Mais au contraire, de raconter cette histoire dont la dimension romanesque a été amplement mise en valeur dans votre récit, y compris à des gens qui ne sont pas des fanats de géopolitique ou d'histoire immédiate. Qui a eu l'idée de ce livre? Écoutez, c'est très simple. Je dois cette idée à Benoît Hiver, le patron des éditions Perrin. Remarquable historien lui-même, du reste, non? Absolument. Après un ouvrage précédent consacré aux premières dames d'Afrique, il m'a dit, écoutez Vincent, je crois que le moment est venu maintenant d'aborder les rivages certes parfois inhospitalier, d'une grande biographie, de la tradition Perrin. Et on s'est posé une question très simple. Quels sont les personnages encore vivants ou récemment décédés qui sont en quelque sorte de magnifiques gibiers de biographes, c'est-à-dire qui ont à la fois la dimension romanesque, la dimension fracassante, l'outrance et l'énigme. C'est au fond ce dont a besoin un biographe quand il choisit de passer 2, 3 ou 4 ans de sa vie, fût-ce en pointillé, avec un homme aussi impérieux que celui-là. Et vous avez choisi un sujet, à mon avis, tout simplement passionnant, peut-être le plus passionnant qui soit. Alors, j'ai laissé l'affaire en plan, si je puis dire. Nous étions en plein printemps arabe lorsque s'interrompt mon récit. Que va-t-il se passer ensuite? Ça commence à tourner de plus en plus mal pour Kadhafi et pour son régime. Il incarne ce qu'on pourrait appeler en version politique le syndrome de Tchernobyl. La révolution s'arrête à mes frontières, comme le nuage radioactif dont on se souvient. Bien, 86 d'ailleurs. Oui, l'année du bombardement. Voilà. Eh bien, il dit à longueur d'interview, mais enfin, ça ne peut pas se passer chez moi. Il y a par exemple un entretien devenu légendaire avec Christiane Amanpour, l'icône de la chaîne américaine CNN. « My Bibles loves me ». Voilà. Comment voulez-vous qu'ils aient quelque idée hostile à mon endroit que ce soit? Et puis d'ailleurs, argument que vous avez évoqué incidemment tout à l'heure, je ne suis pas le Raïs, le président, je suis le Qaïd al-Thawra, le guide de la révolution. Le peuple a tout le pouvoir, donc quoi qu'il advienne, comment pourrait-on m'incriminer dans les éventuels dépits du quotidien d'aujourd'hui? Et là, il y a une vraie cécité, il y a un aveuglement, et c'est au fond... Aveuglement volontaire. Oui, mais c'est-à-dire que, vous savez, il en va ainsi des tyrans depuis Néron et Caligula, c'est qu'ils ne sont entourés, en règle générale, que de courtisans. Et dans leur tour d'ivoire, leur lucidité, leur perception du réel est évidemment troublé. Et c'est exactement ce qui se passe avec Kadhafi. C'est-à-dire que quand on balaye ces 4 décennies, on voit, et même dans l'évolution de sa physionomie, de son visage, on y reviendra sans doute. On voit le cahier photo, c'est impressionnant. C'est-à-dire que d'un très bel homme assez spectaculaire et charismatique, on finit par tomber dans une sorte de caricature, parce qu'à la fin, c'est une caricature. Vous avez au début, donc 1969, année héroïque, vous avez un personnage austère, anguleux, intègre, qui précisément incarne le contraire absolu de cette monarchie à bout de souffle que vous évoquiez tout à l'heure, monarchie de plus, inféodée aux puissances étrangères, bien tout pour plaire. Et puis, quand on balaye donc ces 4 décennies, on arrive à ce personnage pathétique, bouffi, les yeux mi-clos, avec sa hantise proverbiale du vieillissement et de l'affaiblissement physique. Et donc, nous revenons donc à cet enfermement. Le Kadhafi de 2011 n'a pas les capacités, je dirais presque intellectuelles, de percevoir la gravité
de l'harmattan qui souffle sur toute la région et qui évidemment ne va pas épargner la Grande Libye. Allons jusqu'à sa mort avant de revenir sur sa vie, bien sûr. C'est une coalition qui se met en place contre lui. La France joue un rôle essentiel, là, pour le coup, central. Elle joue un rôle essentiel et qui n'est évidemment pas chimiquement pur. Car pourquoi Nicolas Sarkozy, qui l'avait traité avec tant d'égards en 2007, oui. Bien sûr, il y a eu cette mascarade interminable de décembre, mais n'oublions pas que lors de son premier voyage, de son voyage initiatique en Afrique, quelques semaines après son élection, en juillet 2007, Nicolas Sarkozy improvise une escale à Tripoli, alors qu'il doit se rendre à Dakar et à Libreville, donc Sénégal-Gabon. Pourquoi ? Parce que c'est On aussi peut pas le dire que ce prix soit à payer. le chemin le plus direct. Non, mais c'est le chemin indispensable pour boucler une sorte de victoire symbolique essentielle pour lui en début de mandat, la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien qui ont été accusés, contre l'évidence, d'avoir inoculé sciemment le virus du sida à environ 400 enfants de l'hôpital pédiatrique de Benghazi. Et c'est dire que lorsque le trône de Kadhafi commence à vaciller, Nicolas Sarkozy a beaucoup à se faire pardonner. D'où son zèle dévastateur et le rôle moteur qu'il va prendre dans cette coalition. Alors, la France n'est pas seule. Et d'ailleurs, on verra très bien il y a tout que le dans temps la maîtrise derrière. des airs, les Américains vont affirmer assez rapidement leur primauté. Les Britanniques sont très allants aussi. Souvenons-nous que Tony Blair a fait preuve d'une immense complaisance, plus que de mansuétude vis-à-vis de Kadhafi. Et donc c'est sans doute ce qui explique cette sorte de frénésie. Bien sûr qu'il y avait... Frénésie qui va aboutir quasiment à une chasse à l'homme sur la fin. Hein. Il y a 1000 raisons, à l'instant T, on est en 2011, de souhaiter la chute du tyran. Bien. Pour être allé en Libye à plusieurs reprises dans cette période, Oui, vous connaissez ça. pour avoir eu de longues conversations avec des Libyens tétanisés à l'idée d'être entendus, écoutés, etc., je peux vous dire que c'était un régime abject dans le traitement qu'il infligeait à ses dissidents. Quelle que soit la fascination résiduelle qu'exerçait encore sur une partie de l'intelligentsia Kadhafi à l'époque. Mais simplement, le drame, c'est qu'à aucun moment, on ne pense l'après-Kadhafi. C'est-à-dire qu'il y a là un objectif obsessionnel, le faire chuter. Le faire chuter, c'est aussi escamoter, effacer en partie les égarements de la France officielle, avec par exemple sa complaisance vis-à-vis de Ben Ali, le Tunisien, ou vis-à-vis de Moubarak, l'Égyptien. On se rattrape un peu après les printemps arabes qui nous ont dépassés en quelque sorte. D'une certaine manière, ce serait de faire d'une pierre 2 ou 3 coups. Bon. Mais donc cette coalition se met en place. Sa puissance de feu est telle que, évidemment, Kadhafi ne peut pas résister. Mais n'oublions pas aussi que tout ça part quand même d'un soulèvement qui est autochtone. Il y a ces manifestations de Benghazi, donc la grande ville de l'Est, la capitale de la Cyrénaïque, qui a toujours été une ville rebelle à l'autorité relative de Tripoli. Et il y a donc une conjonction entre ce soulèvement, qui est un soulèvement initialement à vocation franchement démocratique, de jeunes Libyens qui, quels que soient les efforts de la propagande officielle, sont mondialisés, sont connectés sur le monde. Et je te dis, pourquoi pas nous ? Puisqu'ils l'ont fait en Égypte, juste à côté. Puisqu'ils l'ont fait en Tunisie, la petite Tunisie qui nous fait la leçon. Insupportable. Bon. Mais donc il y a cette conjonction entre cet élan insurrectionnel authentique et ce désir de se débarrasser pour de bonnes et de mauvaises raisons de celui qui incarne ce despotisme-là. On n'aurait pas imaginé, ne serait-ce que 10 ans plus tôt, que Kadhafi finirait dans des conditions aussi effroyables. Alors, d'autant plus qu'il était maintenant, après une spectaculaire volte-face, du bon côté de l'axe du mal. Et c'est ça. Avec ce zèle qu'il a mis donc à se délester de son arsenal nucléaire, biologique et chimique. Et il a d'ailleurs été très allant dans la lutte contre le terrorisme. Lui-même avait d'ailleurs beaucoup à craindre des maquis islamistes de l'Est du pays. Mais sa fin est absolument infamante. C'est un halali. Et moi, je vois, alors sans faire de psychanalyse à 3 dinars, je vois dans la sauvagerie, dans la férocité de cette mise à mort, aussi une forme d'exorcisme. C'est une manière de se faire pardonner sa propre lâcheté, puisque pendant tant d'années, on a ployé les chines sous le joug de Kadhafi. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire et de la vie politique de Kadhafi avec votre invité Vincent Hugeux, qui est grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique et du Moyen-Orient et qui est aussi l'auteur de Kadhafi,
la biographie de l'homme d'État parue chez Perrin. Un certain nombre de nos diplomates, Vincent Hugeux, je pense à l'époque de Pompidou, du temps de Michel Jobert, etc., et même encore à l'époque giscardienne, avaient, qu'on le veuille ou non, une forme de fascination pour ce jeune leader arabe qui, au-delà du pouvoir qu'il avait instauré à l'intérieur même de la Libye, était en train de vouloir s'imposer comme la nouvelle figure arabe, pan-arabe. C'était le nouveau Nasser, d'une certaine façon. Georges Pompidou dit de lui, dans cette période, c'est l'espoir du monde arabe. Précisément parce qu'il incarne cette rupture avec ces vieux despotes Kakoshim, et qu'il y a dans son purisme révolutionnaire, alors quelque chose d'évidemment inquiétant politiquement, mais aussi rafraîchissant. On se dit que c'est le seul qui peut, au fond, guider les jeunesses arabes vers un avenir qui n'est pas plombé par les traditions héritées du passé. Alors, avant d'aller vers la géopolitique, qui est l'aspect le plus intéressant dès qu'on parle de Kadhafi, à mon avis, réglons la question du bonhomme et de son tempérament en quelques mots. D'abord, il est très difficile de faire, comme je le disais, dans ce qu'il raconte, le départ entre la vérité et la légende. C'est-à-dire qu'il s'est inventé lui-même une vie, une jeunesse et tout ça. Il a évidemment, comme pour un biographe, c'est compliqué, ça. Oui, mais comme beaucoup d'autocrates, il a fait en sorte de sculpter sa propre statue et de la dorer à la feuille d'or, si nécessaire. Quelques turiféraires, et pas seulement libyens, dont des universitaires éminents, français ou pas, y ont amplement contribué. Donc, bien sûr qu'il va un peu enjoliver sa légende, mais en ce qui concerne ses origines et la modestie de celle-ci, il n'y a aucun doute. Oui, c'est un fils de berger bédouin qui étonne ses contemporains par ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire cette avidité, cette soif d'apprendre. Et cette intelligence, disons les choses. Et ça aussi, dans la métamorphose, dans la dérive du personnage, c'est fascinant. Voilà quelqu'un qui a 20 ou 25 ans, dévore non seulement les vies de Napoléon, de Gaulle, à qui il voue une admiration éperdue. Borne, oui. Il lit Montesquieu. Il crée ce que j'appelle dans mon ouvrage un rousseauisme bédouin. Il s'inspire des théories de Jean-Jacques Rousseau. Il lit même les penseurs du socialisme utopiste français, que d'ailleurs bien peu de Français eux-mêmes connaissent. Oui, bon. Et sur la fin de sa vie, et là j'enjambe évidemment quelques décennies, c'est quelqu'un qui dira lui-même qu'il est quasiment un geek, qui passe sa vie devant son écran, Internet, Google, y compris d'ailleurs pour alimenter une vision complotiste et conspirationniste du monde. Alors cette vision complotiste, elle s'appuie sur une dénonciation tous azimuts de l'esprit colonial et impérialiste occidental. C'est quand même ce qui va nourrir sa jeunesse, ça. Et c'est ce qui fait encore aujourd'hui, post-mortem, son audience auprès d'une partie significative de l'intelligentsia africaine, par exemple. C'est-à-dire qu'il est effectivement celui qui défie l'impérialisme, qui le défie et qui le fait plier. C'est-à-dire que le défi n'est pas que rhétorique, il n'est pas que verbal. Le pactole pétrolier mentionné tout à l'heure lui donne évidemment un levier phénoménal dont il use avec beaucoup d'intelligence. Et même au bout du bout de cette trajectoire chaotique, il y a encore de l'instinct politique. Car que fait-il avec la thématique des migrants, qui est tellement brûlante à l'instant où nous parlons? Il en fait un instrument de chantage. Il dit très explicitement à l'Italien Berlusconi, au Britannique Tony Blair, au Français Nicolas Sarkozy, « Ah, vous ne voulez pas m'accueillir dans le club des fréquentables ? Mais c'est très simple, vous savez. Moi, je ne les retiens plus, les migrants, et vous vous débrouillez avec eux. » Donc il y a encore cet instinct politique du rapport de force qui reste opératoire. On est déjà dans la géopolitique, on va y venir. Mais d'abord, le bonhomme, encore une fois, ses tenues extravagantes, son goût immodéré des femmes et des hommes, dit-on d'ailleurs peut-être. Tout ça, ce sont des symptômes d'un ego proliférant. Oui, mais vous savez, c'est au fond assez simple. Voilà quelqu'un qui se pense, qui se veut l'égal des plus grands intellectuels de son temps et aussi l'égal des docteurs de la loi coranique. Il n'est pas le dernier à ironiser, avec parfois d'ailleurs pas mal d'humour, sur le côté rétrograde des oulémas. Donc, il prétend effectivement être le créateur d'une idéologie qui transcende le vain combat entre marxisme et capitalisme. Donc, dès lors, il abandonne cette frugalité qui faisait tout son charme des débuts, et ça se voit dans sa tenue. Je l'appelle le Frégoli des sables, le Frégoli du nom de cet Italien qui était capable en une soirée en un spectacle de changer 100 fois de costume. Et par exemple,
Il y a une journée que je relate d'ailleurs, d'une plume un tout petit peu caustique, où il va changer de tenue un moment d'anthologie, oui. Entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Et donc c'est vrai que... un côté acteur quand même. Il est acteur, et d'ailleurs il le dit à l'ancien ambassadeur de France, Christian Greff, que j'ai longuement consulté pour cet ouvrage. Greff un jour lui dit, alors qu'il va quitter Tripoli, il dit « Mais au fond, colonel, vous êtes un formidable acteur, comme Reagan. » Et lui dit « Ah non, la différence, c'est que moi, je suis un bon acteur, lui, un mauvais. » Il y avait cette très grande sûreté, en quelque sorte, qui lui donnait le sentiment de pouvoir renverser tout et des montagnes. Il est un petit peu à l'étroit, évidemment, dans le désert libyen, faut dire ce qu'il est. Très vite, il se sent la effectivement Jamaïria, c'est à bien l'étroit joli, mais... dans son bac à sable libyen, parce que sa vocation est universaliste. Qu'est-ce qu'il faut penser déjà de cette espèce de système de démocratie directe qu'il veut instaurer au début des années 70 ? C'est une mascarade absolue. Vous savez, c'est un peu le Lénine des sables. Comme Lénine, il a beaucoup dissous. Il a dissous le gouvernement, les ministères, où il les a exilés en province. Il a quasiment dissous son pays. Parce que sa vision, elle est d'abord régionale, pan-arabe, puis panafricaine, mais au fond, elle est universaliste. Quand vous lisez, et je me suis astreint à cet exercice, c'est parfois une épreuve, ses écrits théoriques, eh bien, vous voyez bien que ça n'est pas circonscrit à l'espace libyen, si immense que soit ce pays. C'est quasiment planétaire, son ambition. Bien sûr. Et d'ailleurs, il est très fier. Il est très fier de voir à quel point tous ces turiféraires organisent des colloques pendant des semaines entières, du Venezuela à l'Union soviétique, d'Asie en Amérique du Nord, sur justement l'étude de ce qui pourrait être le bréviaire du monde nouveau. Alors, entrons dans le champ de la géopolitique, puisque c'est l'essentiel. C'est ce qui le passionnait, donc on comprend bien sûr pourquoi. Très grande méfiance envers les Américains